OK, merci beaucoup. Bon, bah, c'est parfait. Alors, on va appuyer à chaque fois, nos présentations avec des documents qu'on vous a préparés et vous pouvez retrouver tous ces documents dans le groupe WhatsApp, où vous retrouverez, les documents qu'on va vous partager, à l'écran. Donc vous n'hésitez pas, hein, vous avez dans la description, de cette vidéo, vous avez un groupe WhatsApp où on partage, beaucoup de supports ou de documents, des fiches de révision et cetera pour vous aider à travailler, tout ça gratuitement. Donc vous n'hésitez pas à le rejoindre et vous retrouverez ces différents, documents. Et donc ici, on va attaquer notamment avec justement les chiffres clés et on va se positionner sur ce premier document justement qui reprend les premiers chiffres clés et les éléments que vous savez déjà par rapport au DCG UE10. Alors le DCG UE10, vous le savez, c'est une matière très complexe, une des matières les plus difficiles que vous avez au DCG, hein, que vous devez réussir. Et donc cette matière, souvent, vous avez un continuum avec ce que vous avez fait en UE9 et vous devez maîtriser des cas complexes du plan comptable général, vous devez les maîtriser. Et donc vous avez plusieurs points à maîtriser, des aspects techniques, des aspects aussi juridiques, puisque finalement, si on peut renommer la matière UE10, eh bien, on pourrait l'appeler plutôt droit comptable plutôt que comptabilité approfondie. Gaël, peut-être enfin, Monsieur Clolus, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter là-dessus? Non, non, je suis totalement d'accord avec vous. Et en témoigne bien la répartition des points à l'épreuve qui n'est pas du tout accentuée. On ne met pas forcément l'accent sur les écritures comptables, mais plus sur de l'analyse et le rappel de règles comptables. On a notamment une répartition 60-40, plutôt 60% sur de l'analyse, justification, explication de règles comptables, et que 40% des points sur les écritures comptables. Donc c'est vraiment ça qui diffère avec l'UE9, et l'UE porte bien son nom, on est sur des problématiques plutôt complexes, plutôt approfondies que des écritures courantes ou d'inventaire. Et je rebondis, est-ce qu'un étudiant qui connaît pas, ça c'est la question que j'entends souvent, qu'est-ce que vous en pensez, mais est-ce qu'un étudiant qui connaît pas, qui maîtrise pas la compta, mais qui connaît ses définitions peut s'en sortir en UE10 à votre avis, Monsieur Clolis, du coup? Oui, en fait, on a beaucoup de questions qui retombent régulièrement d'analyse d'un actif, d'un passif, de principes comptables, de règles de droit qui peuvent vous assurer quelques points facilement. Ouais. Très bien, bon bah c'est super. Donc on vous conseille quand même de maîtriser les définitions puisque ces Mm. définitions sont essentielles pour valider cette UE. Un point aussi, alors je vais pas refaire le programme parce que théoriquement si vous êtes là c'est que vous connaissez le programme, mais on va reprendre le programme en deux grandes parties si je peux me permettre, deux gros morceaux actifs passifs et des petits morceaux qui viennent s'ajouter en dessous, en dessus. Et en fait, hein, vous avez à chaque fois à l'examen, en tout cas très souvent, un élément actif, un élément passif à traiter, ou une majeure juste passif en majorité, des petites mineures en actif. Mais vous avez à chaque fois ces deux blocs. Est-ce que vous êtes d'accord, justement? Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, si vous avez quelque chose à rajouter, justement. Non, 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 on est sur généralement quatre dossiers. Un dossier actif, plutôt immobilisation, un dossier passif, comptabilité des sociétés, et après deux petits dossiers qui seront entre 2 et 4 points sur une autre partie du programme. Effectivement, là, ça veut dire que quand vous préparez, vous, au DCG, bah, il faut sniper les parties les plus importantes. Il y a des parties que vous ne pouvez pas enfin, laisser de côté, puisque partir, par exemple, sans maîtriser la Constitution ou encore sans maîtriser l'augmentation de capital, c'est presque se tirer une balle dans le pied. Et c'est des parties essentielles et vous ne pouvez pas aller à l'examen sans ça. Et je crois qu'on y reviendra dessus tout à l'heure quand vous nous présenterez votre super support ce qui La tombe à l'examen. méthode. Exactement. Yes. Alors, en chiffres très rapides, puisque là, pour cette introduction, on avait parlé de chiffres clés, on voit que cette UE, elle est vraiment très difficile à réussir, puisque la moyenne générale, c'est en 2023 8. On a une tendance baissière en plus, puisque en 2021, c'était 8,3, pardon, et on passe à 8. Donc, plus le temps passe, j'ai envie de dire, plus ça devient de plus en plus difficile. On espère que l'édition de cette année vous permettra d'augmenter la moyenne nationale, peut-être à 9.
9, qui sait, ou 10, on espère, on croise les doigts, mais en tout cas, c'est une épreuve qui a 8000 candidats et pour lesquels 33% d'entre eux n'ont pas au-dessus de 10, enfin, ont au-dessus de 10, pardon. Donc, ce qui est plutôt faible, c'est vraiment un chiffre plutôt difficile à entendre. Je ne sais pas si ça va changer, mais en tout cas, on voit que beaucoup de candidats, hein, plus de 2500, ont en dessous de 6. Exactement. Je sais pas Sur si... les types de questions que vous aurez à l'examen, slide suivante, Mm. on retrouve à l'examen différents types de questions, différents types d'exercices, notamment tout ce qui est calculatoire. Et pour ça, la seule recommandation qu'on peut avoir pour vous, c'est de muscler votre calcul mental. Ça serait dommage de perdre du temps sur le calcul mental pendant l'épreuve qui dure que 3 heures. Sur les calculs, n'oubliez pas de bien justifier vos calculs. Des fois, on n'a pas besoin d'avoir que le calcul de l'amortissement ou de la dotation aux amortissements ou du pourcentage libéré de capital si on est dans le côté passif. Il faut vraiment que vous justifiez tous vos calculs parce que la démonstration apporte aussi des points et la démonstration pourra vous rattraper et pourra éviter une note éliminatoire parce que des fois, le résultat ne sera pas bon, mais la démonstration sera cohérente. Et Vous aurez... j'ajoute une petite question, Oui. je suis désolé, je vous coupe, mais d'ailleurs, souvent c'est la question que j'entends, combien on a de points si le calcul est faux, mais que j'ai posé le bon calcul, combien on a de points? C'est une question que j'entends tout le temps aussi. Alors je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous avez vous en tête justement, Gaël. Alors, souvent dans les questions, vous allez avoir expliquer, évaluer et comptabiliser. Si vous expliquez, que vous rappelez la bonne règle de droit, vous avez les points sur expliquer. Pour l'évaluation, vous avez des points sur la démonstration mathématique, l'explication de votre calcul. Si vous avez pas, si vous êtes trompé sur le calcul, et ça peut arriver, hein, soit parce que vous avez mal lu un sujet, soit parce que vous n'avez pas, vous avez fait une erreur de contrôle arithmétique, ce qui arrive, hein, notamment en étant de stress, ben, vous n'aurez pas les points sur cette deuxième partie de la question. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le droit de vous punir en cascade. Donc, à la troisième partie de la question, sur la partie comptabilisée, si vous êtes cohérent avec ce que vous avez mis en haut, on vous met les points sur la comptabilisation normalement. Donc, il faut vraiment que vous soyez cohérent avec vous et ne pas avoir deux résultats différents entre la deuxième partie et la troisième partie de la question. Donc un point intéressant, hein, que je relève du coup, si vous devez retenir quelque chose, c'est qu'en fait on ne peut pas vous punir plusieurs fois. Déjà c'est une bonne nouvelle puisque souvent c'est une question aussi que j'entends souvent, c'est alors si j'ai faux là mais tout mon exercice est faux, c'est pas le cas. Alors attention quand même, hein, il faut pas abuser puisque si tout est Non, faux, ça veut non, dire non, qu'il non. faut tout recalculer et je vous garantis que c'est pas une partie de plaisir. Et retenez quand même que voilà, vous êtes sanctionné une fois, pas deux. Normalement, si vous avez présenté vos calculs, si vous avez présenté la méthodologie, normalement, vous récupérez et récoltez une partie des points. Et l'exemple tout bête, hein, et ce qui est sûr de tomber, ça va être le calcul pour une immobilisation, soit le coût d'acquisition, soit le coût de production. Il faut qu'on retrouve dans l'évaluation, imaginons votre IMO fait 100 000 euros, il faut que dans vos écritures comptables, on arrive à une IMO qui fasse 100 000 euros. Hmm. Si vous n'arrivez pas à une écriture où on a une IMO à 100 000, soit en plusieurs étapes, parce que ça peut passer par une prod IMO éventuellement, vous n'aurez pas les points. Il faut être cohérent avec vous-même parce que dans le calcul, on pourra se tromper, on pourra inclure un truc qu'il fallait pas ou ce genre de choses. C'est pas grave. Si les écritures sont bonnes par rapport à ce que vous présentez en amont. Très bien, très bien. Et là, d'ailleurs, ça nous amène finalement aux questions de cours, si je ne me trompe pas. Oui. Du coup, je vous laisse reprendre sur les questions de cours. Pardon. Et donc, après les écritures, on a aussi en type de questions les questions de cours ou tout autre exercice. Là, le piège, c'est de bien lire la question et M. Moadib reviendra là-dessus sur les termes des questions qui sont très importants. Donc, il vous donnera une petite fiche de lecture sur les termes de chaque question. Et moi, ce que j'aimerais insister, c'est la production d'une note. C'est un petit peu le sujet à la mode, c'est de vous faire un dossier de travail, de vous faire une note. Et vous verrez que la plupart du temps, la note, elle vous est demandée en première question du dossier 1. Cette question-là, elle est faite pour être un peu large, même si les termes sont souvent ciblés, pour que l'étudiant en fait se dise, je vais raconter tout ce que je sais sur la notion et vous faire perdre énormément de temps.
Si on regarde le sujet de l'année dernière, le sujet de l'année dernière, c'était de produire une note où il fallait juste expliquer ce que c'était qu'un composant de première catégorie, de deuxième catégorie. Et en fait, là, on pourrait s'amuser à définir un actif, une IMO, donner les différents traitements comptables, vraiment raconter tout ce qu'on sait parce qu'on a pris notre cours. Et en fait, c'est une question qui est assez piégeuse parce qu'elle est souvent faite pour vous faire perdre du temps. Et si vous ciblez mal les attendus de la question, vous pouvez très vite vous faire avoir et perdre du temps pour le reste de l'épreuve. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, souvent, c'est peut-être 20 minutes qui sont passées par l'étudiant, malheureusement, pour récolter 0,5 points. Attention à pas faire une dissertation. Mettez les éléments les plus, les plus clairs et les plus courts, j'ai envie de dire. On n'est pas encore dans une matière, hein, vous avez de la chance, vous n'avez pas besoin d'étaler la confiture. Soyez court, bref, et n'inventez pas aussi, ça c'est un conseil, je pense que souvent, enfin ça arrive plus très souvent, mais ça arrive quand même. N'inventez pas, vous ne savez pas, c'est pas grave. Ne fâchez pas votre correcteur, ça c'est un conseil aussi qu'on peut ajouter de dernière minute, j'ai envie de dire. Voilà. Et alors on finit avec notamment les autres exercices, les rédactions d'une note qui était un élément que vous avez qui est plutôt nouveau. Et ça nous amène maintenant justement à quelques conseils, puisque Oui, là, alors des conseils de rédaction. le Pardon. jury du DCG vous donne des conseils dans sa note. Tout tombe, donc il y a aucune impasse à faire. Qu'il faut maîtriser le calcul mental. Donc ça, on l'a déjà soulevé. De bien lire les questions posées. Le piège aussi, c'est souvent qu'il y a des questions à tiroir, c'est-à-dire des questions où en fait la question a deux sous-questions ou trois sous-questions. Et donc le piège, c'est de répondre à la première sous-question et omettre la deuxième partie. Souvent, quand il y a marqué, par exemple, évaluer et comptabiliser, on part tout de suite sur une écriture comptable, alors qu'en amont, il était attendu au moins quelques lignes de justification, d'explication de traitement. Qu'est-ce qui explique le taux de réussite, hein, de 30%? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 étudiants sur 10 qui arrivent à avoir la moyenne. C'est notamment le non-respect des conventions de forme. Et moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est en tant que candidat, on est sur une relation asymétrique, c'est-à-dire que c'est au candidat de draguer son correcteur. Moi, j'utilise cette expression de drague parce que, en fait, vous devez mettre en avant votre travail, même si derrière, il n'y en a pas beaucoup, mais au moins de miser un maximum sur la forme. Alors, comment on drague son correcteur? Comment on drague les correcteurs? Parce que Monsieur Moadib et moi-même corrigeons l'examen à l'épreuve. En fait, il faut traiter le sujet dans l'ordre que vous voulez, mais il faudra rendre votre copie dans l'ordre les dossiers dans l'ordre du sujet demandé. C'est-à-dire qu'on rend la feuille 1, le D1, le D2, le D3, le D4. On rend les dossiers dans l'ordre, même si vous ne les avez pas traités dans cet ordre-là. Ensuite, il ne faut pas vous embêter à répondre aux questions 1, puis à la question 5, puis à la question 2, puis à la question 3. Il faut répondre aux questions dans l'ordre. À chaque fois que j'avais un écart de points avec mon binôme de correcteurs, c'était tout le temps justifié par le fait que le candidat répondait page 7 à la question 2, alors qu'il aurait dû répondre ça à la page 1. Donc vraiment, ne vous faites pas avoir sur l'ordre dans lequel vous traitez les questions. Quitte à laisser de la place entre chaque question, vous laissez 5 ou 6 lignes après avoir traité la question 1, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sujet. Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus aussi, hein. Donc, ça, c'est un point important. Quand vous arrivez à l'examen au Parc des Expositions, normalement, vous avez déjà passé l'examen, mais sachez que vous arrivez dans un grand hall, vous êtes nombreux, etc. Et vous avez des copies sur vos tables. Donc, Mm. normalement, vous en avez deux qui vous sont remises, hein. Il y a deux copies qui vous sont remises. Théoriquement, en UE10, vous allez avoir 4 dossiers à réaliser. Ouais. Théoriquement, bon, peut-être je me trompe, mais en général, vous avez 4 dossiers. Donc, n'attendez pas d'avoir fini votre premier dossier pour commencer à réclamer des feuilles. Parce que va y avoir souvent les demandes qui vont arriver en même temps pour tout le monde. Demandez dès que vous avez commencé, hein, demandez au bout de 5-10 minutes, demandez une autre copie double, comme ça vous avez vos 4 copies et vous êtes déjà opérationnel sur les dossiers à réaliser. Donc voilà, je préfère commencer avec le dossier 3 parce que je maîtrise Constitution ou le chapitre, eh ben je fonce tête baissée.
vous mangez d'abord, entre guillemets, ce que vous maîtrisez. En tout cas, ça, Oui. c'est mon opinion. Attention, ça n'engage que nous, d'ailleurs, ce qu'on vous dit. Hein, n'oubliez pas, j'ai envie de dire, on va faire un petit disclaimer. Attention, on vous raconte des choses, mais ça n'engage que nous. C'est nos avis, nos opinions. Maintenant, vous êtes responsable de vos études et de votre examen, et on compte sur votre lucidité pour faire la part des choses. Donc ça, c'est le premier point sur les sujets, enfin sur les copies blanches. Et ensuite, je rebondis sur ce que tu disais, enfin ce que vous disiez, c'était que, grosso modo, attention aussi, on répond dans l'ordre chronologique, j'ai pas la réponse, je saute une ligne ou je saute un pas, vous débrouillez, mais en tout cas, ne faites surtout pas le fait de répondre à la question 1 puis la 7, parce que pour votre correcteur, qui est sur un ordinateur, donc sur un écran, il va regarder l'écran et vous allez lui arracher les cheveux, hein, puisqu'il faut remonter, redescendre, tourner la page, etc. Et là, franchement, c'est de quoi fâcher un correcteur, donc essayez de tout mettre enfin, voilà, de mettre le maximum de chances de votre côté. Voilà, Voilà, il c'est faut tout ce que je voulais draguer le dire. correcteur, monsieur Wadid. Exactement. Hop, je peux descendre peut-être, à votre avis, ouais, je peux descendre Ouais, ou tout est dit. sur la forme, il faut bien relire, il faut bien, pardon, utiliser une règle pour tracer vos tracés d'écriture comptable. Donc ça, pensez bien à prendre votre règle en plus de votre plan de compte. Et avis aux ex-BTS, les écritures comptables doivent être chouchoutées. Ah Euh, oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. On vous a Pardon, hein. préparé avec Monsieur Moadib des extraits de copies où vous voyez par exemple dans la dernière écriture qui était Ah, présentée, il n'y a pas d'intitulé de compte. Alors quand on est étudiant en BTS, on n'a pas besoin de présenter à l'examen des intitulés de compte. Or, en DCG, c'est un prérequis. Et on nous donne bien en tant que correcteur dans les consignes qu'une écriture n'est valide que si elle présente un numéro de compte, un intitulé de compte, un montant et un sens. Si vous exact. publiez l'intitulé de compte, on pourrait, je dis bien on pourrait, en tant que correcteur, légitimement dire l'écriture n'est pas valide, donc c'est zéro. Donc ça, c'est vraiment le corrigé qui vous le Et, précise. Vous devez présenter et je un... rajouterai un autre point, d'ailleurs, sur les BTS aussi, que j'ai remarqué souvent, c'est ce fameux journal qu'on nous met et que je comprends, puisque au BTS, on vous embête sur les journaux. On vous demande à chaque fois de mettre quel journal c'est, achat, vente. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on vous repère, hein, sur une copie. Mais vous nous mettez à chaque fois le journal. Au DCG, vous n'avez pas besoin de journaux. Vous ne présentez pas les journaux. Donc, s'il vous plaît, inutile de nous mettre des journaux, hein. C'est vraiment important. Mettez-vous à la page, entre guillemets, de ce qui est attendu à l'examen. Nous, on attend des copies sans journaux. Pas besoin de décaler forcément. Vous embêtez pour ça. Bon, chacun fait comme il veut. Et ensuite, avec des traits. Et ça, c'est important parce qu'on peut le voir, hein. Ici, il n'y a pas de traits du tout. Alors, je crois qu'il y avait d'autres. On avait mis d'autres éléments. Peut-être que je peux descendre pour jeter un Oui, œil un peu de ce qui. Enfin, les choses qu'il ne faut pas faire, en fait, hein. ah, il faut, Euh, là, dans la première écriture, c'était qu'il manquait un compte et un intitulé de compte. Dans cette écriture-là, on avait des comptes parcellaires, hein. On avait des comptes 7. Débrouillez-vous, le correcteur, pour trouver quel était le compte concerné. Ah oui, On a... ça, c'est catastrophique, ça. Ah oui, bah, là, je rebondis, hein, je suis désolé, maintenant je coupe un peu, on va se couper maintenant, mais c'est catastrophique, ça vaut un zéro, hein, j'exagère un peu, Ah oui, mais en oui, UE c'est 10, on peut pas zéro. faire ça, hein, c'est pas tolérable, faut mettre les numéros de compte et on peut pas mettre un 7 et tiens, devine et suppose. Hein, donc voilà ce qu'il faut pas faire, hein. La forme est importante, pardon, je Non, vous ai non. coupé, mais du coup, voilà, la forme est très importante. Ouais, 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 la forme est importante. Et comment on évite des erreurs? Parce que ça peut, en allant vite, dans le feu de l'action, on peut se tromper, on peut oublier des montants, on peut vérifier, on peut s'apercevoir que débit n'est pas forcément égal à crédit. Tout ça, ça passe vraiment par une relecture attentive À la fin. à l'examen. Ouais, à la fin, Un examen. garder les 10-15 minutes. Alors moi, je sais pas ce que vous recommandez. Moi, je recommande à chaque fois 10-15 minutes, hein, de relecture obligatoire pour vérifier parce que c'est vrai que des fois, Oui, c'est pas notamment joli. pour toujours dans cette optique de draguer le correcteur, c'est de faire attention sur les fautes d'orthographe. Alors, on sait qu'on est en UE10 qui s'appelle comptabilité, on n'est pas en train de rédiger une dissertation de français ou de littérature. Cependant, il y a quelques fautes d'orthographe qui sont quand même impardonnables, type E, R, le A, il y a, et donc les règles de base d'orthographe,
si vous vous relisez pas, elles vont faire saigner les yeux de votre correcteur. Et c'est toujours dans Et cette les optique points. de draguer le correcteur, ça va pas le faire. Ouais, Voilà. c'est clair. Bon, allez, on va pas s'étaler sur tout ça. Du Non. coup, c'est plutôt clair, sauf s'il y avait des choses à rajouter. Pour moi, c'est tout bon. Il y avait une question de Bilal qui est très intéressante, qui nous disait dans le chat, en fait, par exemple, quand il demande de calculer le coût d'acquisition, vous pensez que c'est mieux de citer à quoi correspond un coût d'acquisition d'une IMO ou de procéder directement au calcul? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, Bilal, déjà, dans un sujet, on ne vous posera pas cette question-là. On vous demandera de déterminer le coût d'entrée de l'immobilisation. Et c'est important parce qu'en fait, c'est une question qu'on appelle une question implicite, c'est-à-dire que le coût d'entrée, si c'est une immobilisation acquise à titre onéreux, ça sera le coût d'acquisition, et si c'est une immo produite, ça sera le coût de production. Donc déjà, en fait, la première étape, ça va être de déterminer quelle est la valeur d'entrée. Est-ce que c'est coût d'acq ou coût de prod? Et donc, il faudra d'abord qualifier le coût, si c'est coût d'acq ou coût de prod, bien sûr donner la définition, puis le calculer. Et comment on calcule un coût? Eh bien, la meilleure méthode, c'est quand même de présenter les choses sous la forme d'un tableau. C'est Napoléon qui disait un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Vos profs de compta ou de contrôle de gestion, ils disent un bon tableau vaut mieux qu'un long discours. Donc, vous présentez vos calculs de coût d'acquisition ou de coût de production sous la forme d'un tableau en n'omettant pas de mettre les éléments qui sont exclus parce que la justification des éléments exclus vous rapporte des points Hum, aussi. hum, 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 Et hum, hum. après, vous passez à l'écriture comptable. Tout à fait, c'est exactement à peu près, on est à peu près d'accord sur l'idée. Moi, c'est vrai que j'embête pas trop sur le tableau, mais je parle de liste surtout, hein, qu'on puisse avoir, parce que le tableau, des fois, vous avez la flemme pour les écritures, alors je dis même pas certains étudiants leur demandent un tableau pour ça. Je, je- je sais que certains ont un problème avec les tableaux, donc je comprends, hein, mais voilà, au pire, faites une liste, voilà, vous faites une liste et vous tracez un trait pour dire total, et surtout vous qualifiez les éléments que vous ajoutez ou que vous retirez, hein, c'est-à-dire que vous dites ce que c'est pas juste des chiffres, et ça c'est important, de dire qu'est-ce que c'est et le chiffre, ça c'est important. Il y avait donc Mélanie qui nous demandait à quoi doit ressembler une écriture parfaite tant qu'on y est. Est-ce qu'on a mis ça dans le document? Non, Oui, oui. dans le support, si... Attendez, bougez pas. Tac, tac, tac. Si on va... Une écriture parfaite. Une écriture parfaite. Oula. Une écriture parfaite, slide 20. On en a une. C'est extrait c'est extrait d'un corrigé. Tac, 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 tac. Que celle-là? Non. C'est slide 20, c'est slide 20, c'est organisation de comptabilité, c'est au-dessus, c'est avant les exercices. Hop, hop, au-dessus, 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 Et au-dessus, voilà, on va y arriver. au-dessus, Encore au-dessus, au-dessus. Hop. au-dessus, au-dessus, juste au-dessus, celle-là. Voilà, on est Boum. là. Donc là, Hop. on est sur une écriture parfaite. Vous voyez le numéro de compte dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, on a la date et les intitulés de compte. On a le débit, le crédit. La première fois que vous faites un journal d'écriture, c'est quand même mieux de mettre débit, crédit pour la première écriture. Comme ça, on a la même convention dans toute l'écriture. Et on met bien le montant et le sens. Et on n'oublie pas de mettre un intitulé à l'écriture, donc souvent en italique ou pas. Et ce que vous voyez qui est intéressant dans cette écriture, c'est que la justification des calculs est faite à droite. Par exemple, l'année dernière, vous aviez Les une IMO composants. Hmm. composée et vous aviez trois amortissements, la structure, le composant de première catégorie et le composant de deuxième catégorie, et vous aviez la justification des calculs tout à droite. Alors je vais essayer de remonter parce qu'on voit mal. Ah oui, j'ai un problème technique là. Alors je vais me monter moi-même. Je ne sais pas si on voit très bien, on voit pas très très bien à l'écran, mais c'est à peu près ça. Problème technique, voilà. Voilà, c'est la meilleure présentation Ouais. d'une Et écriture. d'ailleurs, j'ajouterais parce que souvent aussi, hein, je vois souvent vous fatiguer à avoir deux colonnes pour le débit et le crédit pour les numéros de compte. Bon, je trouve Oui. dommage de perdre du temps et de s'embêter à mettre deux colonnes. Voilà, après, vous faites comme vous voulez, c'est juste, hein, c'est pas faux. Mais voilà, et surtout pour les dates en haut, hein, n'oubliez pas vos dates. Des fois, vous allez vite et vous mettez pas de date. Et ça, c'est dommage puisque justement, l'écriture, elle est complète avec date et intitulé en bas, hein, c'est-à-dire le détail de ce que c'est.
Voilà un petit peu. Alors, on va reprendre là où on en était parce qu'on va pas trop traîner parce qu'il va se faire tard. Et vous avez vos épreuves à préparer. Grosso modo, là, je crois qu'on a fait le tour, hein. Donc, on Oui, a fait le tour de ce qu'on voulait dire sur ce document. Je je vais pense pouvoir le fermer. on peut passer directement au sujet de l'année dernière et la prise en main d'un sujet. Allez, c'est parti, on va faire ça. Alors, lançons le sujet que j'ai dû mettre de côté juste là. Hop, c'est parti. Alors, ça à l'écran. Tac, tac, tac. Et on va se mettre sur le sujet 2023, donc que vous aviez l'année dernière. On va essayer d'être rapide, rassurez-vous, on va faire les pronos, hein, je sais que vous êtes impatients. On va pas trop traîner Yes. puisqu'il est déjà tard, hein, mais Alors rapidement sur le sujet du coup, le sujet il est composé d'une page de garde avec les dossiers et la répartition des points. On insiste de façon importante avec Monsieur Moadib sur la répartition des points qui va déterminer derrière le nombre de temps à passer. Donc vous avez une épreuve qui dure 3 heures, ça fait donc 180 minutes. Vous ne pouvez pas vous permettre de venir à l'épreuve sans une calculatrice, un plan comptable, mais aussi votre montre pour pouvoir être maître du temps. En fonction du nombre de points que vous avez, ça va déterminer le nombre de temps à passer sur un dossier. L'année dernière, vous aviez deux dossiers à 6 points et deux dossiers à 4 points. Un dossier à 6 points doit être réalisé, si on prend 180 minutes de sujet, en 54 minutes. On va essayer d'arrondir les 54 minutes à 50 minutes afin que vous puissiez garder du temps pour vous relire à la fin de l'épreuve. Un ouais. dossier sur 4 points doit être fait en 36 minutes. On essaie de l'arrondir à 35 pour gagner un petit peu de temps pour se relire à la fin de l'épreuve. Et tiens, je vais rebondir sur un point, je crois que ça a été mal entendu, hein, puisque je vois le chat. Non, non, pas de calculette, hein, vous n'avez pas de calculette, vous devez venir avec votre matériel. Alors, Ah oui. pas de calculette à l'UE 10, hein, vous n'avez pas à passer l'épreuve avec la calculatrice. N'oubliez pas, c'est calcul de tête, vous êtes puni, vous devez calculer tout ça de tête. Donc c'est comme ça, hein, malheureusement, désolé, mais je voyais là que on nous disait calculatrice, ah bon? Non, 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 pas de calculette, Non, non, malheureusement. c'est moi qui me suis trompé. J'enseigne l'UE4 du DSCG et on a la calculatrice aussi. Ah Donc, ouais, quel plaisir, profitez-en, ah, profitons-en avant qu'elle soit partie encore. Et alors, on va clôturer, enfin pas clôturer, mais juste arrêter de trop vous retenir. Mais l'idée générale, c'est que vous devez répartir le temps. Si le dossier vaut 4 points, s'il vous plaît, vous ne passez pas 2 heures dessus. Vous êtes coincé, vous ne savez pas passer à autre chose. Vous allez à l'objectif, c'est-à-dire là où il y a des points. Vous l'oubliez ça. Moi, combien d'étudiants j'ai eu qui sont venus me dire j'ai paniqué, je suis resté bloqué à un truc et sur un dossier bêtement que je n'ai pas réussi et qui m'a servi à rien et donc l'épreuve est ratée. Donc surtout faites pas ça, ça s'appelle un suicide, c'est dommage de justement rester bloqué. Il y a d'autres points à récupérer ailleurs et surtout inutile de s'acharner sur un élément qu'on ne maîtrise pas, c'est pas grave. Hein, il y a 20 points, il n'y en a pas que 2. Voilà, voilà. Alors, je sais pas si vous vouliez qu'on regarde d'autres éléments, Monsieur non, Clolus. non, non, Non. non, non. On est d'accord. Vous aurez quatre dossiers. Vous démarrez par le dossier sur lequel vous êtes le plus Plus à à l'aise. l'aise. Voilà, donc on va pas vous refaire la chanson. Juste un point sur le document, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez les éléments de contexte et souvent il y a ce truc qu'on voit, c'est-à-dire que il vous manque une information. Eh bien, c'est souvent ici. Je m'explique. Par exemple, s'il y a une particularité avec l'IS, vous retrouverez s'il doit y avoir une mention sur le taux d'IS, l'information ici en général. Je dis bien en général puisque c'est libre, hein, mais en général, vous le retrouverez dans le sujet et pas ailleurs. D'accord, hein, donc ça c'est un point dans la partie sujet. Ça c'est un point important parce que moi j'entends tout le temps, et je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais j'entends tout le temps cette partie elle sert à rien. Allez hop, c'est vrai que les rédacteurs s'emmerdent à écrire une page pour faire ça en décor. Et non, il y a des informations qui vont vous servir. Il faut le lire quand même. Des fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien, mais il y a des informations qu'il ne faut pas louper certaines fois. Donc vous allez me lire ça très rapidement, mais il ne faut pas le passer outre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Clolus. Non, non, c'est pour le taux d'IS, le taux de TVA. Si vous avez de l'intéressement ou de la participation, vous allez avoir le nombre de salariés pour savoir s'il y a du forfait social.
Et vous aurez aussi, ça peut vous être utile si vous avez le commissaire aux comptes et les seuils de nomination d'un commissaire aux comptes. Vous pouvez avoir les principaux agrégats dans ce contexte. J'y pensais pas. Bien joué, j'y ai même pas pensé. Effectivement, c'est ici que ça va se jouer puisqu'on va retrouver le chiffre d'affaires et le nombre de salariés et le total bilan peut-être ailleurs. Mais c'est ici qu'on retrouvera les informations, effectivement. Si, Monsieur Moadib, si je veux insister un truc sur là-dessus, c'est qu'on va avoir, on va avoir dans ce contexte l'activité de la société, et ça c'est très important pour l'UE9, même pour l'UE10, pour pas se tromper sur ce qu'on vend. Est-ce que si vous avez une activité de négoce, vous n'allez pas vendre des produits finis, vous allez vendre des marchandises ou ce genre de choses, et en fait c'est un peu des erreurs impardonnables d'enregistrer une écriture et de pas vendre ou de pas acheter Le bon, le bon sujet. élément. Ouais, 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 effectivement. Effectivement, c'est clair. Il y avait même le cas, des fois, sur les logiciels fabriqués. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais effectivement, on peut vite se tromper. Enfin, il y a un point sur lequel peut-être on peut rebondir aussi, c'est que l'UE10 change un peu depuis quelques années. On retrouve des documents, ce type de travaux, c'est-à-dire des informations avec des notes, des comptes rendus Les de dossiers de réunions. travail. Voilà, des dossiers de travail. Donc, soyez pas perdus. On reste toujours sur la même notion, hein, c'est toujours la même chose en fait, c'est ce que vous avez toujours appris. Soyez pas déstabilisés par la forme encore de comment c'est présenté. Certes, voilà, là par exemple c'était un post-it, ça peut être un mail, ça peut être plein de choses. Franchement, c'est variable. Je pense qu'on va découvrir de plus en plus de nouveaux documents. Mais voilà, vous ne devez pas paniquer puisque en fait le travail reste le même. Vous n'avez qu'à appliquer les règles que vous avez apprises. Et souvent, on vous demande de faire alors une petite note justement dans ce genre de situation. Je me rappelle plus si c'était ça ce DCG, mais on vous demande de faire une petite note ou un avis ou de donner votre opinion sur un point. Donc vous ne faites pas avoir et surtout paniquez pas parce que c'est toujours de la comptabilité approfondie, hein, même si on vous présente les factures, voilà ce genre de choses, hein, ça devient de plus en plus commun. Avant c'était plutôt rare, maintenant on se retrouve avec des courriels. Voilà, là, cette année-là il y avait aussi un courriel, ça c'est intéressant. Donc avec ça vous allez devoir répondre aux différentes questions et il n'y a rien qui change. Faites attention si c'est un courriel, on a tendance à vouloir répondre par un courriel, alors que généralement, c'est pas demandé de répondre par un courriel. Mais surtout de pas mettre de signes distinctifs communs et surtout votre identité. On retrouve souvent, si on devait répondre à ce courriel, et de mettre son prénom et son nom de famille. Et ça, vous ne devez pas le faire parce que vous devez rendre votre copie anonyme. Donc, faites Ah attention parce oui. que ça peut être un piège. Ah oui, ne mettez jamais vos noms et vos prénoms sur vos copies, s'il vous plaît. Oh là là, parce que ça va rendre la copie. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est zéro? Non. Je sais, j'ai jamais Alors, ça entendu. va être, ça va être à la discrétion du haut de correcteur qui peut faire remonter le point et donc considérer que c'est un cas de triche. Donc, Ah ouais. zéro, et puis ça peut aller jusqu'à des interdictions de passer l'examen jusqu'à 5 ans. Donc, tout Bon. examen national. Ouais, On ouais, va je ne éviter. souhaite ça à personne. Oui, ouais, effectivement. Après, bon, mettre un zéro, c'est plus court pour un correcteur, hein. On va plus Oui, avoir oui. tendance à mettre zéro, c'est plus rapide, la copie est corrigée, c'est réglé. Bon, ok. Alors, je vais clôturer, hein, sauf s'il y a quelque chose à rajouter sur le document. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Je regarde le chat. Est-ce qu'on peut graver un correcteur? Euh, Faire un dossier par copie. Est-ce qu'on peut, alors j'ai pas compris, Helmut, est-ce qu'on peut gaver un correcteur de faire un dossier par... Ah, non, rassurez-vous, c'est du scan. Les correcteurs, ils reçoivent déjà, ils reçoivent pas, on reçoit pas les éléments par papier, hein, c'est du scan, on fait tout en informatisé maintenant. Et donc du coup, non, non, ça va saouler personne, rassurez-vous, Au ça c'est contraire, pour... hein. au contraire, ouais, parce que ça va être plus simple à corriger. Peut-être enfin, vous vouliez rajouter un truc, Non, non, non. non? On a une question de chez Maë qui dit, est-ce qu'on doit mettre la TVA sur les acomptes? Donc la règle, c'est oui. Si on regarde les derniers sujets, en fait, c'est une nouvelle règle fiscale. C'est plus quelque chose sur lequel on va vous interroger en DCG UE9. Oui. Euh, mais le corrigé dit, souvent dans les corrigés, c'est pas proposé et c'est marqué valoriser le traitement de la TVA sur les acomptes. Ouais, donc rassurez-vous, on ne vous attend pas forcément au tournant là-dessus, même si on considère que vous maîtrisez. Bien sûr, il y avait une réforme, alors je crois que c'était au 1er janvier 2023, sur les acomptes sur biens, puisque maintenant elle était aussi exigible et déductible au moment de l'acompte, hein, ce qui rajoute quelques opérations dans les enregistrements, ce qui n'est pas très agréable. Ok, bon, y a-t-il d'autres questions peut-être sur les sujets? J'ai passé à la suite.
Moi, j'en ai pas identifié d'autres. Allez, c'est parti. Alors, je ferme ça. Donc là, une fois qu'on a fait le tour sur le sujet, il y avait le document que on vous avait préparé sur la trame de réponse. Encore une fois, rejoignez-nous sur le groupe WhatsApp. Il faudrait que je mette un lien. Tiens, je suis pas assez commercial. Tiens, je sais pas si quelqu'un peut s'en occuper. S'il l'a Bah, sous la main, le ouais. lien est sous la vidéo. Voilà, exactement, exactement. Et comme ça sera plus simple. Donc, le lien est sous la vidéo et surtout, vous retrouverez ce document qu'on vous remettra aussi. Dans ce document, ici, ce qu'on vous présente, c'est notamment ce qu'on a déjà dit, hein. Bien sûr, il faut lire votre sujet, essayer de comprendre les éléments, et surtout, hein, tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, vous le retrouvez sous forme de synthèse. Surtout, vous avez en fait des questions types par rapport à l'examen, en fait, hein, des questions qui sont toujours les mêmes, hein, sur lesquelles on tombera. Et on vous a fait une synthèse de méthodologie de réponse, comme ça vous avez une idée de comment répondre, parce que souvent, ça c'est un truc, hein, c'est là où ça pêche, c'est comment répondre. Et donc ici, on a listé ça dans un document, et je vais aller assez rapidement, puisque je vais juste vous le présenter, et comme ça vous pourrez le prendre en main, vous, tout seul dans le groupe et à la maison. Mais en gros, lorsqu'on vous pose des questions, soit ça va être notamment évalué, donc on retrouvera évaluer cet élément XY. Donc ça signifie qu'on veut que vous estimiez la valeur de l'élément, d'accord? Et juste en dessous, on vous met un exemple, donc on a gardé ce format pour tout le document. Donc évaluer le coût d'acquisition du matériel industriel, hein, par exemple. Et donc comment je vais répondre? Je vais répondre d'abord en expliquant la règle d'évaluation avec le en principe, finalement ça se rapproche du droit, même si vous n'êtes pas obligé de mettre en principe, hein. Rassurez-vous, on l'a mis, mais si vous le mettez, tant mieux. Si vous ne le mettez pas, il n'y a aucun souci, mais vous devez expliquer la règle d'évaluation, puis la mise en application en l'espèce sur l'exercice et sur la situation. D'accord? Donc là, c'est une mise en application, donc on retrouvera le calcul de l'élément, hein, où on présente justement nos calculs, puis justement l'enregistrement qui arrive en dessous. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut faire lorsque vous avez la question évaluée. Dans un deuxième temps, peut-être vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Clolus? Non, non, c'est C'est parfait. bon. Allez, c'est parti. Donc le deuxième point qu'on peut avoir justement, hein, on peut avoir cité, puisque là, on va vous demander d'énumérer toutes les possibilités. Et donc là, citer, par exemple, dans un exemple hein, d'une question que vous avez eue à l'examen, citer les critères d'inscription des frais de développement à l'actif. Et donc, ce que vous devez faire, c'est bien sûr citer la règle. Attention, j'insiste, mettez des points, c'est important hein, pour qu'on s'y retrouve et que ça soit plutôt clair, hein. On répond avec toutes les connaissances de cours. Il n'est pas nécessaire d'inventer la notion. Si vous la connaissez pas, c'est pas la peine. En général, on attend vraiment les mots, hein. Là, pour l'UE10, c'est pas comme en UE9, on peut encore un petit peu bricoler. Là, en général, pour vos définitions, on a besoin que vous utilisiez les termes techniques. On attend un vocabulaire comptable en général, hein. Et si vous vous exprimez juste avec vos mots, vous risquez de ne pas avoir la totalité des points, si ce n'est pas de ne pas avoir de points. Ensuite, Attention, oui, attention, pardon. parce que le citer, vraiment, on vous demande pas de faire forcément une application quelle espèce, hein. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Oui, pardon. Là, la question, ça, c'est bien citer les critères d'inscription à l'actif qui se diffèrent d'une question qui pourrait être justifier pourquoi tel élément doit être des frais de développement. Et donc là, il faudra rappeler les règles et l'appliquer au cas d'espèce. En fait, Exact. le verbe d'action a une importance dans la lecture d'un sujet. Tout à fait, vous avez tout à fait raison hein, de le rappeler puisque je ne l'ai pas dit, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, j'avais une question de Mélanie qui nous disait pour évaluer, il faut comptabiliser. Alors, non, alors ça dépend de la question. Souvent, les deux Euh, seront notés. c'est ça. En fait, vous avez à prendre en compte aussi que les questions souvent sont composées de deux, trois questions. Je m'explique. En une phrase, vous avez plusieurs questions finalement. D'abord, évaluer et comptabiliser, évaluer et justifier et comptabiliser, et ça dans la même phrase. Et donc, en fait, vous avez trois questions dans une seule question. Pourtant, vous devez répondre trois réponses. Hein. Ouais. Je ne sais pas si je me fais comprendre, ça peut porter à confusion et d'ailleurs des fois vous avez un peu de mal à comprendre qu'on vous pose finalement trois questions et que vous devez répondre à chacune d'entre elles. Dans un premier plan, la première question, puis dans un deuxième temps, la deuxième question et la troisième et pourtant elles sont dans la même phrase, on dit que c'est la question par exemple numéro un. Voilà. Ok, Je pense que super. pour illustrer ça, le meilleur exemple, c'est la première question de l'année dernière du dossier 1.
C'était Hmm. marqué évaluer et comptabiliser le camion tout en tenant compte des demandes de Monsieur Ryan. Et Monsieur Ryan, il vous avait mis un post-it, il nous l'a montré Monsieur Wendy tout à l'heure, Hmm. avec exactement, avec est-ce que vous pourriez faire pour cette acquisition une petite note? Donc en fait, si on lit la question, évaluer et comptabiliser toutes les écritures nécessaires au titre de l'exercice 2022 concernant le camion en tenant compte des directives de Monsieur Ryan, la première question, c'est de faire une note qui répond à la question de Monsieur Ryan. La deuxième partie de la question, c'est d'évaluer la valeur du camion. Et donc, dans l'évaluation, il fallait rappeler si c'était coût d'acquisition ou coût de prod, et de faire une analyse du montant du camion. Et la troisième partie, passer à la comptabilisation. Comptabilisation. Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est vraiment un élément important à bien comprendre parce que souvent vous arrêtez à la première et là, c'est tellement dommage. C'est même frustrant quand on vous lit puisque c'est juste des fois, alors c'est un peu dommage. Bon, ok. Alors, je reviens sur le document qui est juste là. Donc, pour citer, c'est fait. On se retrouve avec exposé. Et donc là, on vous demande de présenter les règles qui sont relatives à un principe. Donc celle-là, vous trompez pas, hein, parce que elle est confondue avec citer des fois. Hein. Mm. Exposer, ça veut dire les règles relatives à un principe comptable. Là, par exemple, les règles relatives à la comptabilisation des frais de recherche et développement. Et vous avez un principe qui est clair que vous devez citer, hein, notamment. Et là, vous devez donner le principe en tant que tel. Et s'il y a des exceptions ou des options, les citer aussi, hein, puisque c'est une question qui revient souvent. C'est est-ce que je dois donner les exceptions et les options? Oui, il faut le faire. Hein, lorsque vous donnez un principe en comptabilité, notamment des fois avec les méthodes de référence, etc., eh bien, vous devez citer l'option aussi. On ne vous demande pas de la détailler, la citer et très rapidement expliquer peut-être en moins d'une ou deux phrases. Ça m'amène à justifier, et là cette fois on vous donne le résultat, ça arrive quand on ne peut pas vous faire calculer quelque chose, quand on a par exemple des méthodes actuarielles, etc. qui sont utilisées, on ne peut pas vous faire calculer, on vous donne le résultat, et là on va vous demander de justifier justement ce montant, et donc ce que vous devez faire, c'est donner le calcul à poser, entre guillemets, alors je vais essayer de afficher correctement pour qu'on puisse voir à l'écran, ce que je vais faire c'est que je vais faire comme ça, voilà, et donc on voit ici, hein, vous allez donner la méthode de calcul que vous allez utiliser, puis l'appliquer directement. Et en général, hein, on vous fait faire ça lorsqu'on ne peut pas vous faire calculer de tête un élément. Ensuite, on va clôturer, hein, puisque le document il n'est pas infini, rassurez-vous. Ça nous amène à définir, et donc là, définir, ça signifie donner la signification d'un mot, hein, justement. Alors, définir un actif, typiquement, et donc là, vous faites votre définition, et vous vous arrêtez là, celle-là, vous n'avez pas de difficulté en général. Ensuite, on retrouve, hop, analyser. Cette fois, c'est de décomposer, hein, je ne vais pas vous assommer, mais analyser, il va falloir décomposer une notion en établissement des liens entre elles. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, avec un premier cas de figure, analyser l'impact de l'écriture sur les comptes annuels, par exemple. Hein, et donc, on va donner justement les effets sur le compte de résultat. Est-ce que ça diminue le résultat ou pas? La même chose, s'il y a des effets sur des comptes de bilan, on fera la même chose. Est-ce que ça augmente ou diminue la valeur d'un bien ou d'un élément d'actif ou de passif? Analyser le choix de la méthode choisie aussi, celui-là il tombe de temps en temps. Hein, lorsqu'on vous demande ça, alors celle-là même elle est un peu difficile, j'ai envie de dire, parce que vous avez du mal à comprendre qu'on veut que vous nous présentiez avantages, inconvénients en fait, hein, tout simplement, hein, le choix de la méthode choisie. Donc on explique les avantages et les inconvénients du choix, et s'il y avait peut-être un avantage ou un inconvénient à utiliser un autre. Et souvent cette question, elle s'accompagne en général de est-ce qu'il a fait le bon choix, ou est-ce que c'est conforme à la réglementation comptable, et ce qui est préconisé par le PCG. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter, Monsieur Clolus, non? Non. Sur ces points-là, bon, pas de souci. On finit avec le dernier point et on pourra passer à la suite, c'est qualifier. Donc qualifier, là, c'est donner la notion applicable. Donc c'est qualifier, par exemple, un exemple, hein, qualifier la nature du changement comptable. Donc on va donner le principe en expliquant justement ce qui existe et après le mettre, hein, justement dans l'exercice, et on va dire voilà, on est dans telle situation, dans tel type d'option, dans tel type de choix, puisqu'on peut être dans des choix comptables ou on peut être dans des choix de méthode de référence ou d'options. Donc voilà, hein, ce qu'il y avait à dire, hein, il n'y a pas de souci. On rappelle dans ce document de toute façon qu'il faut se relire. Numéroter vos pages aussi, hein, donc ça c'est bon, vous savez, vous commencez à avoir l'habitude. Et voilà ce qu'il y avait à dire. Je pense que pour moi de mon côté, je n'ai plus rien à ajouter. Et on va peut-être regarder les questions. Ici, Monsieur Clolus aussi, vous avez des choses à ajouter peut-être, non? Non.
On peut passer à l'étape d'après. Pas de question. Si vous- L'étape d'après, c'était avant de vous donner nos pronostics, qui n'engagent que nous, bien sûr, on voulait revenir avec vous sur les questions qui retombent chaque année. Il y a quelques questions, vous êtes sûr que vous allez les avoir. Mm, mm, Donc, mm. on va insister là-dessus sur les différentes questions. La première question qui tombe chaque année, ça va être la qualification soit d'un actif, soit d'un passif. Donc, typiquement, en 2023, l'année dernière, on vous demandait justifier le classement comptable de la provision pour litige inscrit au bilan. Ou en 2021, on vous disait vérifier que les stocks de peluche Wolfie 33 cm respectent les conditions d'inscription à l'actif. Donc, depuis la réforme du DCG, chaque année, il y a soit un actif, soit un passif qui tombe. Alors, comment on répond à cette question? Il faut faire attention parce que la question, elle va être justifiée que c'est bien un actif. Et en fait, il faut répondre toujours de la même façon. Dans un premier temps, il faut rappeler la règle de définition d'un actif ou d'un passif. Si on est sur un actif, il y a trois éléments de définition, deux éléments de condition de comptabilisation, éléments identifiables, que l'entité contrôle et qu'on attend des avantages économiques futurs. Et après, il y a deux conditions de compta. Et en fait, il faut rappeler la règle et il faut toujours, et c'est là qu'il y a un piège et que vous vous faites avoir à chaque fois, présenter ces éléments-là, la situation au cas d'espèce. Toujours faire une application au cas d'espèce. Donc, la machine, elle va être contrôlée par la société temps, elle pourra la vendre, elle pourra en faire l'utiliser. Elle en attend des avantages économiques futurs, des ventes auprès de la clientèle, ce genre de choses. Attention dans votre application au cas d'espèce de bien reprendre les éléments du contexte et de ne pas uniquement se contenter de recopier la règle de droit. Souvent, on dit, en règle de droit, on doit contrôler et on dit la société X contrôle, mais on n'explique pas en quoi elle a le contrôle dans notre cas. Donc, ça, c'est pour les actifs. Et pour les passifs, vous avez trois éléments de définition, trois critères de définition. Et le classement, si c'est une dette ou une provision, c'est selon le montant, s'il est certain ou le montant et l'échéance sont certains ou approximatifs. Donc ça c'est ultra important. Cette question, elle tombe chaque année. Mon ressenti, c'est que ça fait 2 ans qu'on a la justification d'un passif. Donc, à mon sens, cette année, on devrait vous poser cette question dans le dossier sur les actifs. Donc, ça sera soit une IMO, soit un stock. Mm. Tout à fait, tout à fait. Alors, je l'ai mis dans ce document, hein, les petites, toutes ces points qu'on vient de vous dire. Comme ça, vous l'aurez aussi. Donc, ici, je mets les modèles, hein, pour que ça soit visible à l'écran. Hop, c'est toujours un aspect technique un peu périlleux. Et voilà un petit peu, hein, c'est pas très joli, hein. Hop, on va redescendre. Vous me dites si c'est bon. Donc là, normalement, hein, on va avoir un petit peu les idées. Ok. Allez, on va passer à la dernière partie. Je pense que c'est la partie que tout puisque chacun essayait de dire ce qu'on pense. Alors, première chose, pardon, qu'on va faire, c'est qu'on va faire un disclaimer encore. Pronostic Tech 2024. Donc, le premier disclaimer, c'est que ce qu'on va vous dire, bah, n'engage que nous. Euh, Déjà, n'appuyez pas vos révisions sur ça. N'appuyez pas à 100% sur ça, même si on veut vous donner des Monsieur pistes. Madib, on me dit que on ne vous entend plus dans le live, en tout Ah, cas sur YouTube. mince. Et là, est-ce que tout est OK? C'est bon, c'est revenu. OK, désolé. Nickel. OK, pardon. Donc, je reviens sur le disclaimer avant que il y ait que ça coupe. Mais justement, hein, ça n'engage que nous. C'est des pronostics sur lesquels il ne faut pas forcément s'appuyer. Et je vous déconseille d'aller à l'examen en vous appuyant exclusivement sur ce qu'on va vous dire. Donc, je le répète, pour l'UE10, et je pense que M. Clolus dira la même chose, en tout cas, vous le redirez s'il le faut, mais en tout cas, ici, pour l'UE10, il faut maîtriser l'intégralité du programme. Tout le programme doit être maîtrisé pour aller à l'examen
et être sûr de l'avoir. Voilà, il n'y a pas de secret, il faut maîtriser l'intégralité du programme et ça c'est important. Et un deuxième point on va vous dire, c'est qu'on va vous expliquer pourquoi on pense certains points. Donc on va commencer d'abord par la première partie, les actifs, puis la deuxième partie, les passifs et autres éléments de passifs, enfin, ou autres entités, pardon, plutôt, puisque c'est passif et autres éléments, entre guillemets. Et donc on va séparer en deux parties, on va vous dire un peu ce qu'on pense avoir, et on va s'appuyer d'abord sur un document que vous pouvez télécharger sur le site Zéro en Compta, qui est la fréquence des sujets, qu'on a fait avec un camarade et qui vous permet en fait de voir un petit peu ce qui est tombé à l'examen. On a détaillé ça au maximum. D'accord, donc on voit, hein, on a détaillé ça au maximum pour avoir une visibilité, hein, et vous voyez la fréquence des sujets entre 2008 et 2023, justement sur l'UE10. Alors, c'est pas très lisible, je pense, à l'écran, et je devine, ou en tout cas je parie. Donc sachez que vous pouvez le télécharger en ligne, hein, directement, et vous pouvez l'avoir sur le groupe WhatsApp. Donc on va s'appuyer sur ça, hein, et on va commencer à faire nos petits pronostics. Alors qui commence? Est-ce que je vous laisse l'honneur ou je commence comme vous voulez, Gaël? Enfin, Monsieur Clovis, Allez-y, pardon. allez-y, allez-y. Allez, je Je vais commence. rebondir. Donc ici, moi, sur les actifs, hein, j'avais noté certains points que je me suis noté juste en dessous. On va les mettre ici, hein. Très rapidement, je m'étais noté, moi, ici, en gros, qu'il fallait revoir, dans un premier temps, il fallait revoir, hein, la profession comptable, parce que c'est quelque chose qui risque de tomber cette année pour moi. Et quand on dit profession comptable, je parle de expert comptable et CAC, sans préférence pour ma part. Moi, je n'ai pas forcément de préférence, peut-être c'est autre chose pour vous, mais pas forcément de préférence entre les deux. Et peut-être faire un petit tour, parce que ça fait bien longtemps, à mon sens, que c'est pas tombé, sur la normalisation internationale. Pourtant, c'est toujours au programme encore, hein, de maîtriser en tout cas certaines notions, les définitions et qu'est-ce que les normes IFRS, IAS, IFRS. Donc ici, faire un tour vraiment sur cette partie, sait-on jamais. Bien sûr, c'est plutôt un sait-on jamais plutôt que je pense que, hein, si je peux me permettre. C'est plutôt un sait-on jamais, effectivement, que je pense que. Pourquoi? Et je m'explique. Alors, je ne sais pas si on voit à l'écran, mais quand on regarde et qu'on jette un coup d'œil sur le document à normalisation internationale, on peut voir que la dernière fois que c'est tombé en 2013. Donc là, ça fait un petit peu longtemps, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça, hein, que je me permets de penser que la normalisation internationale risque de tomber aussi peut-être cette année, puisque là, ça fait depuis 2013 que vous n'avez pas été interrogé là-dessus. Donc voilà un petit peu sur ces deux premiers Alors, chapitres. Oui, je vais réagir aussi sur ces deux premiers chapitres oui. comme vous. Mm. Je pense que la profession comptable, on n'est pas encore dans les actifs, on est sur les premiers chapitres introductifs du programme. Sur la profession comptable, c'est sûr et certain que vous allez avoir une question, soit sur l'expert comptable, soit sur le commissaire aux comptes. Chaque année, il y a une question. Moi, mon ressenti, c'est plus le commissaire aux comptes cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de modifications sur les CAC cette année. Il y a eu un rehaussement des seuils. Il y a eu la durabilité qui a été mise en place en décembre. Donc pour moi, vu que c'est récent, qu'il y a du mouvement, il y a de l'actualité, il y a des articles, dans la tête d'un concepteur de sujet, j'aurais mis le commissaire au compte. On n'oublie pas les missions, l'accès à la profession et la déontologie, le comportement, les responsabilités de chaque profession. Ouais, ouais, Sur sur la normalisation, j'abonde totalement sur la normalisation internationale. Parce que chaque année, vous avez une question, c'est quoi le référentiel comptable? C'est quoi en vigueur? C'est quoi la nature des textes? Et en fait, je pense qu'on va avoir une montée en gamme sur ces questions-là. On vous a demandé, c'est quoi le référentiel comptable pour une association en 2021. On vous a demandé l'année dernière ou l'année d'avant, c'est quoi le référentiel comptable, le PCG en France? Donc pour moi, l'étape d'après, c'est les IFRS. La consolidation a été supprimée du programme du oui. E10 avec la réforme, mais la notion de groupe figure toujours au programme dans la partie normalisation, dans ce chapitre 2 qu'on fait tous. Donc pour moi, je ne serais pas surpris qu'on vous mette des comptes de groupe et qu'on vous dise pour les groupes, c'est quoi le référentiel à appliquer. C'est l'étape d'après. Euh, Je suis et tout à fait d'accord. Ouais, ouais, pardon. Et toujours sur la normalisation, ce qui est sûr de tomber 100%, c'est un principe comptable.
Vous en Ah oui, aurez toujours. vous en aurez un. Et ce qu'il faudra faire, c'est le citer, le définir et ne pas oublier l'appliquer au cas d'espèce. Ça, c'est 100 de chances de réussite. Chaque année, vous avez un principe comptable. Hop, je sais plus c'était quoi le deuxième mot, désolé, j'étais concentré sur ce que vous Le disiez. citer, le définir et Ah oui, l'appliquer au voilà, pardon. Merci, super. Je suis tout à fait d'accord. Bon, bah, c'est parfait. Alors, on est tout à fait d'accord. C'est merveilleux, dans le meilleur des mondes. Sur cette première partie, hein, où il faut pas laisser de côté, puisque vous avez souvent un, deux, si ça, ce n'est pas trois points là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire quelque chose pour m'aider. Tac, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Hop, mince. Hop, pardon, excusez-moi. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Et donc là, on va passer sur la deuxième partie, hein, qui est les actifs. Donc cette deuxième grande partie ici que vous avez ici avec les immobilisations et les actifs qui composent le bilan. Et donc, moi, pour ma part, pour mes pronostics, je pense, et alors vraiment, je suis sûr de rien, parce que de toute façon, c'est un exercice très périlleux dans lequel on est en train de se lancer. Mais pour ma part, je miserais sur une immobilisation incorporelle. Voilà, hein. Donc ça n'engage que moi, mais je miserais sur une immobilisation incorporelle. Alors ça pourrait être un logiciel site internet aussi qui risque l'année prochaine, enfin qui pas risque mais qui a été réformé déjà, donc pour lui dire au revoir, entre guillemets, à l'ancien petit système. Alors c'est pas des grands changements, mais voilà, pour dire au revoir, entre guillemets. Ça c'est tout à fait quelque chose que je pourrais voir, donc, ou sinon une redevance ou de la R&D ou du fonds de commerce. Voilà, c'est des choses qui peuvent vous être demandées, mais j'aurais une petite préférence pour immobilisation incorporelle, notamment. Et j'aurai un deuxième point sur lequel j'ai un fort doute, même si on est sûr de rien, mais c'est le chapitre réévaluation libre qui est jamais tombé depuis le début. Mais ce chapitre, je ferai attention parce que il n'est jamais tombé et peut-être qu'il risque de ne jamais tomber. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc voilà, ne partez pas sans celui-là parce qu'on peut peut-être le mettre. Vu qu'il n'est jamais tombé, il y a toujours un risque que voilà, enfin il arrive et on vous le mette sur la table. Mais malgré tout, bon, on voit bien que ici l'examen souhaite pas vous porter forcément sur la réévaluation libre. Alors si c'est le cas d'une réévaluation libre, bah du coup les réévaluations libres on le fait notamment sur aussi, je pense que ça sera fait sur une immobilisation corporelle, hein, notamment une construction, un immeuble en tout cas. Donc si c'est le cas d'une réévaluation libre, du coup mon pronostic antérieur bien change puisque on vous mettra en tout cas, on risque de vous mettre plutôt un immeuble, donc une construction et le terrain et la réévaluation de ces deux éléments et de faire son traitement. Et enfin, je clôturerai sur les éléments d'actifs avec un risque aussi sur le CO2, hein, le chapitre stock et CO2, qui est tombé la dernière fois en 2017. Et donc ici, ce chapitre-là, il risque de tomber à mon avis. Pourquoi? Puisqu'on est dans l'année où les allocations de droits à polluer ont été revues, puisqu'on est rentré, je crois, dans le programme 2023-2030, justement pour les allocations de droits à polluer pour les États membres européens. Et donc ici, ce qui fait qu'il y a une forte augmentation du coût du droit à polluer sur les marchés, etc. Donc je pense, attention, c'est qu'une supposition encore, hein, je reste sur une préférence IMO Incorp, hein, si on reste traditionnel, ce serait plutôt une IMO Incorp, mais s'il devait y avoir une petite surprise, ça pourrait peut-être se jouer sur le CO2, qui est un chapitre finalement d'actualité aussi, hein, cette année, puisqu'il y a effectivement cette nouvelle allocation de droits à polluer. Et enfin, sur les actifs financiers, j'ai pas forcément de préférence, alors là, je l'exclurai presque, puisque finalement, à part faire le souscripteur, vous savez, les enregistrements d'une constitution chez souscripteur, que je ne compte pas forcément là-dedans, hein, puisque là c'est particulier à la constite, l'augmentation, etc. Donc ici, les actifs financiers, je ferai plutôt l'impasse, puisque en 2022 c'est déjà tombé, en 2017 aussi. Bon, sachant qu'il y a un chapitre, nous, qu'on intègre dans notre programme, en tout cas dans le mien, j'intègre la baisse anormale et momentanée, mais ça ne tombera jamais, à mon sens, ça tombera jamais, c'est même un truc qui est presque retiré sans l'avoir dit finalement. Voilà pour ma part, je vais mettre les notes et je vous laisse la parole, monsieur Clolus. Alors sur les actifs, moi je rejoins totalement Monsieur Moadib sur l'aspect incorporel qui pourrait être le sujet de l'année.
Je serais plus prudent sur les logiciels ou les sites internet qui sont remplacés dans le nouveau référentiel comptable par les solutions informatiques. Étant donné qu'on est sur une année de transition, je suis pas sûr qu'ils prennent le risque de forcément nous mettre ce sujet-là. Mais en incorporel, moi, ce que je verrais bien aussi, c'est comme a dit M. Modib, c'est des frais de développement et des frais de développement qui soient vraiment un peu nouveaux et qu'on vous demande de justifier. J'entends par exemple des frais de montage d'un spectacle ou des frais de recherche et développement ou alors des frais de création de vêtements. Tout ça, on pourrait vous donner en fait les éléments et vous dire justifier en quoi les frais de collection ou les frais d'un montage d'un spectacle pourraient être, sont éligibles aux frais de développement et donc de vous faire dire les 6 éléments de définition des frais de développement. Moi, c'est quelque chose que je verrais bien. En plus, c'est tombé à la grecque il n'y a pas très longtemps, donc c'est souvent ce qui tombe à la grecque peut tomber au DCG. C'est quelque chose que je verrais bien. Alors, attention, hein, parce que tout est au programme, il n'y a pas d'impasse à faire, tout est déjà tombé. De se dire les composants ne vont jamais tomber, pour moi, c'est un mauvais pari parce que l'année dernière, l'accent était mis sur les composants de deuxième et de première catégorie. Ça ne veut pas dire que cette année, on ne pourrait pas avoir un cas avec un composant non identifié à l'origine. Ah Euh, oui, oh là là, c'est quelque celui-là, qu'est-ce chose, qui pique? ça pourrait vraiment Celui-là, tomber, il hein. pique, hein. Ah oui, oui, je vais le noter. Alors, on va pas aller trop vite parce que j'avais un petit souci avec ma souris. Donc, je vais rajouter, attention, composant de deuxième catégorie. Alors Et, pour moi, non, la non deuxième catégorie, identifiant. non. Non, Non, non c'est vraiment identifié. non Hmm. identifié à l'origine, ouais. Ouais, ouais. Identifié à l'origine, tout à fait. Celui-là, il pique. Il pique très très fort en général. Et alors, est-ce que j'ai tout mis? Alors, ici, IMO Incorp, avec aussi forte probabilité, j'ajoute, hein, forte Ouais, pour les frais de dev. probabilité pour R&D. J'avoue que moi, j'ai pas forcément de préférence. Franchement, j'ai surtout IMO Incorp, mais j'ai pas forcément de feeling spécifique, moi, sur l'IMO Incorp, je l'avoue. Et on avait ajouté attention, donc ça, c'est un petit rappel, j'ai envie de dire, hein, c'est plus, voilà, faites pas l'impasse sur ces deux petits chapitres qui sont assez piquants aussi, hein, qui peuvent vous être demandés parce que c'est pas tombé depuis un moment. Ensuite, attention, composants non identifiés à l'origine. Du coup, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut tomber. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que j'ai manqué quelque Non, chose? Donc, j'ai rien manqué. Ok, donc ça, c'est pour les actifs, hein. On vous mettra ce document après en dispo. Dans un troisième temps, cette fois, on va s'occuper des passifs, puisque là, pour les passifs, on va se retrouver notamment avec Monsieur les... Madib, juste pour Hmm. les actifs, ce que je pense aussi qui peut tomber, mais qui est transversal, c'est un changement comptable, soit un Ah changement de oui. méthode, soit un Ah, changement d'estimation. Et l'année dernière, vous en avez eu 2 changements comptables. Chaque année, il y en a un. Je pense que ça sera soit changement du plan d'amortissement, soit un changement en estimation, soit un changement hmm. de méthode comptable stricto sensu. Hmm. Ça, c'est fort probable. Parce que moi, je le mets, alors les changements comptables, effectivement, je l'ai mis dans la deuxième partie. Ouais. C'est pour ça, effectivement, il y a 2 ans, hein, on voit ici en bleu, tac, on voit qu'il est tombé hein, sur le sujet 2022 notamment. Il y avait un petit changement de méthode comptable notamment. Ok, ok, donc je l'ai ajouté. Alors peut-être que je devrais l'ajouter, pardon, alors hop, que je devrais l'ajouter dans la partie 2 ou je le laisse dans la Ouais. partie Bon, 1? les, Ouais, les- les deux, parce qu'en fait, c'est des chapitres qui sont un peu transversaux, qui c'est concernent vrai. aussi bien les actifs que les passifs. Actif et passif, effectivement. Faites votre choix entre l'actif ou le passif. Alors, c'est parti, très bien. On va lancer la mission passif. Est-ce que je vous laisse l'honneur ou j'attaque encore une fois? Allez-y. Allez, c'est parti. Alors, pour ma part, moi, je pense qu'il y a une forte probabilité, et je répète, je fais le disclaimer, mais vraiment, vous ne pouvez pas aller à l'examen en travaillant que ce chapitre. Si vous faites ça et que vous dites que c'est à cause de moi,
ne me parlez plus. Vraiment, laissez-moi tranquille parce que j'ai jamais dit ça. Je vous dis la probabilité, ce que je pense, hein. Donc moi, ma probabilité, enfin mon sentiment, hein, c'est qu'on risque de tomber sur de la constitution. Je m'explique et je démontre, hein, pourquoi. On peut voir le rythme, hein. Le rythme sur la constitution, c'est que la dernière fois que c'est tombé 2010 et 2018. Donc je vais essayer de rendre ça plus visible sur l'écran. On voit là, c'est bien cette ligne. Je ne sais pas si c'est très très visible, mais ici, c'est tombé je disais, quoi, 2010 et 2018. Et je pense qu'on risque de tomber dessus. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on est tombé, l'année d'avant, on était tombé sur la réduction du capital, l'augmentation du capital. On l'a fait aussi les années précédentes, on peut le voir, hein, je ne sais plus, c'est 2019-2020. Bon, donc l'augmentation de capital, c'est quelque chose où, voilà, ça a été vu, revu, même si c'est toujours celle qui revient le plus souvent. Mais à mon sens, hein, on risque de peut-être tomber sur la constitution du capital ou peut-être aussi, hein, l'affectation d'un bénéfice ou d'une perte, ou paiement du dividende aussi. Alors c'est tombé en 2018, mais ma préférence, pour moi, ça n'engage que moi encore une fois, hein, c'est la constitution et probabilité. Je vais rajouter en dessous probabilité moyenne, hein, sur l'affectation du résultat. Hein, voilà, moi je pense cela, hein, voilà, pour cette première partie. Dans un deuxième temps, il y a des dossiers aussi. Donc je vais rajouter une petite phrase. Je vais rajouter cette phrase. Maîtriser obligatoirement augmentation et affectation. Oui, oui, oui. Il faut maîtriser ces trois-là parce qu'on ne peut pas partir à l'examen sans ces trois-là. Après, j'arrête. Voilà, pardon. Et donc, une fois que ça s'est dit, parce qu'il ne faut pas y aller sans ces trois-là, c'est vraiment un pack obligatoire. Ensuite, une fois que ça s'est dit, j'ai une petite préférence, moi, pour ma part, pour les emprunts obligataires qui sont tombés la dernière fois, que je ne me trompe pas. Alors, à l'écran, ça 2016. donne 2016, exactement. Donc ici, en 2016 et donc 2014 aussi, hein. Alors, c'était un peu plus simple, je crois, en 2014, j'ai plus ça en tête. Mais j'ai une forte préférence aussi pour l'emprunt obligataire. Peut-être que je me trompe, encore une fois, hein, mais j'ai une préférence forte là-dessus. Donc proba forte pour ma part, en tout cas. Alors peut-être que je ne devrais pas utiliser probabilité, mais préférence. Les mots sont importants. Je les changerai après, avant d'envoyer le document, hein. Et enfin, qu'est-ce que je m'étais noté, moi, dans ma petite fiche? J'avais noté aussi qu'il y avait une petite attention à avoir sur l'abandon de créances qui n'est pas tombé depuis 2008. Donc avoir une attention particulière, hein, attention, pas tomber depuis longtemps. C'est ce que je me suis noté, hein, donc que l'abandon de créances ici peut-être tomber aussi cette année, on ne sait jamais. On est en plus dans une période économique où les abandons de créances vont peut-être se faire. Voilà. Donc voilà mon tour, pour les passifs, en gros et en large. Oui, moi je vous rejoins totalement sur la constitution de société. C'est vrai que depuis la réforme du DCG, ce qui tombe tout le temps, c'est tombe une fois l'affectation des résultats, ce qui tombe tout le temps, c'est la variation du capital, que ce soit augmentation de capital ou diminution de capital. C'est vraiment le sujet à la mode. Du coup, depuis le nouveau DCG, la constitution, les écritures de constitution ne sont pas tombées. Est-ce que ça veut dire que ça tombe pas ou que ça tombera pas? Je ne sais pas. Si c'est pas la constitution de société et que c'est comme les années précédentes une augmentation de capital, eh bien, je pense que les écritures d'augmentation de capital feront référence quand même à des problématiques qu'on voit en constitution de société. À mon sens, soit c'est constitution de société, soit c'est augmentation de capital. Mais si c'est augmentation de capital, on aura des problématiques de défaillant ou d'anticiper. C'est vraiment ces deux problématiques défaillant et anticipé qu'on va avoir soit en constitue, soit en augmentation de capital. Il y a toujours le piège du défaillant, hein, de mettre 100% des actions du défaillant dans le compte du défaillant, alors qu'il faut mettre que la partie qui n'a pas été appelée. C'est vraiment le piège où tout le monde se fait avoir. Mais voilà, je pense que ces deux problématiques défaillant Avance, anticipé, anticipé. J'ai mis voilà, avance, pourraient mais c'est tomber anticipé. soit sur un dossier de constitution de société, soit sur un dossier d'augmentation de capital. Ça a été un peu la tarte à la crème 2 années de suite, la notion de DPS ou de DA. Je pense plus qu'on nous interroge sur ces notions de défaillant ou d'anticipé.
Mm, avec l'analyse du résultat pour le défaillant, parce qu'il y a un peu d'analytique, ça peut être pas mal. mm, mm, mm. On n'oublie pas les frais d'augmentation de capital ou les frais de constite qui sont tombés l'année dernière au DSCG, donc qui peut donner un peu d'idée aux concepteurs de DCG, parce que souvent on enseigne les deux UE. Les frais de création de société, il y a une méthode de REF en charge, alors que quand on est en augmentation de capital, il n'y a pas de méthode de REF, et il y a trois traitements. Il y a Qui ont été notamment... réformés récemment d'ailleurs, hein, Ouais. les 3 traitements, mais ouais. Mm, mm, mm. Donc, il faut faire attention. Et sinon, l'affectation du résultat, pour moi, il ne faut pas passer à côté. Et ma recommandation, c'est de bien maîtriser votre tableau d'affectation du résultat, un peu l'apprendre par cœur, l'avoir bien en tête, parce que peut-être que dans vos contrôles, vous aviez un modèle à remplir, mais généralement, et si ça tombe, on vous donnera absolument rien du tout. Si l'affectation du résultat ne tombe pas à ce niveau-là, ça pourrait tomber dans une entité spécifique éventuellement. Voilà, on pourrait ne pas l'avoir dans le dossier capitaux propres, mais dans le dossier entité spécifique. Mais Ah je crois oui, qu'on y arrive on y juste après arrive là, ouais, effectivement. avec Monsieur Moadib. Moi, mon ressenti, c'est aussi les emprunts obligataires. Outre la comptabilité des sociétés, constite, augmentation, diminution et affectation du résultat, mon ressenti, c'est vraiment l'emprunt obligataire. Alors, faites attention, ne vous faites pas avoir. Pour l'emprunt obligataire, ce qu'il faut maîtriser, c'est vraiment les écritures comptables et les écritures à l'émission de l'emprunt obligataire et à l'inventaire. C'est là où où on va vous embêter. Parce que vous ne devez pas savoir monter le tableau d'emprunt. Premièrement, vous n'avez pas de calculatrice, donc ça va être très compliqué de faire un amortissement constant ou une annuité constante. Et deuxièmement, il vous sera sûrement donné en annexe de votre... Mm, mm, mm. Et l'emprunt obligataire, alors après, des fois, ce qu'il faisait aussi assez souvent, c'est de mettre, comment ça s'appelle, de mettre plutôt de l'amortissement in fine ou de l'amortissement constant aussi, et de vous demander une ou deux lignes peut-être pour le tableau. Des fois, ils peuvent demander ça, c'est quelque chose qui peut être... Dans le guide ouais. pédagogique, il est dit que Mm. le tableau d'amortissement de l'emprunt sera donné en document. Donc, Oui. Ouais. c'est Et à vraiment compléter. Et il n'y a pas à le compléter. il n'y a pas à le compléter. Ah, Euh, c'est un truc que je n'ai pas, moi, en tête. Alors ça, c'est quelque chose où non. j'ai un peu embêté mes étudiants parce qu'effectivement, ils apprennent à les faire, à les maîtriser, tous les cas de figure. Ils n'ont plus à le maîtriser. Ben voilà, il y a un truc que j'ai loupé, ben, on en apprend tous les jours. C'est pour la finance, mais Ça y est, vous êtes maintenant, pas c'est pour la le prof finance. de finance. Nous, c'est complémentaire. Bon, ben leur dites pas, mais bon, je crois qu'ils sont là, donc désolé. Et pour moi, les abandons de créances, j'y crois pas trop non plus. Enfin, j'y Non? crois pas trop parce que depuis le Covid, ça s'est multiplié, que ce soit des abandons de créances à caractère commercial ou à caractère financier. Et en fait, avant, tout le monde comptabilisait ça en exceptionnel. Depuis le Covid, en fait, pour les abandons de créances à caractère commercial, ça peut être soit en exploitation, soit en Non, exceptionnel. ouais. Mm. Pour les financiers, soit en financier, soit en exceptionnel. Donc en fait, vu qu'il y a plusieurs traitements, voilà, souvent corrigés, ils vont bien quand il y a un Hmm. seul C'est vrai traitement. que c'est tombé en 2018. Là, je vois un commentaire. Adrien, vous avez raison. Je vois que c'est tombé en 2018. C'est vrai que peut-être je devais réviser un peu. Tiens, allez, on enlève l'abandon de créance. Hop, ça c'était moi. Une subvention, pour moi, vous pourriez plutôt être susceptible d'avoir euh, D'investissement. Ouais, une subvention d'investissement, ouais, que ce soit dans le dossier de l'immobilisation ou que ce soit dans un dossier d'une entité spécifique. d'accord. Bon, bah c'est parfait. On va clôturer avec la dernière partie. On pourra clôturer le live comme ça. La dernière partie, c'est les entités spécifiques. Alors aujourd'hui, il y a plus que deux entités spécifiques à maîtriser. Avant, il y en avait cinq, hein. Donc ici, vous avez à maîtriser soit l'association, soit l'entité spécifique collectivité territoriale. Un chapitre collectivité territoriale. Moi, j'ai une préférence pour les collectivités territoriales, une probabilité moyenne, je dirais pas forte, mais une probabilité moyenne pour ma part, en tout cas. Si je remets le document et qu'on jette un petit coup d'œil, alors les entités spécifiques, dans mon document, j'ai laissé afficher, comment on appelle ça, les anciens systèmes, enfin les anciens
éléments, hein. Donc nous, ce qui nous concerne, c'est plus que les associations et les collectivités territoriales. Et donc on voit que l'association elle est tombée, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, et que la En collectivité 2023, ouais. territoriale, ouais, c'est ça, voilà, et que là, il y a pas grand-chose pour la collectivité territoriale. Donc moi, j'aurais je pense qu'il y a une probabilité moyenne, voire peut-être un peu forte pour la collectivité territoriale. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Enfin, Monsieur Clolus, pardon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile, hein, vous voyez, mais on va y arriver. Moi, j'abonde dans votre sens totalement. La collectivité territoriale s'est tombée en 2014. Le sujet zéro qui a été proposé quand il y a eu la réforme du DCG, donc en 2019, proposait une réactualisation du dossier de 2014. Donc on le retrouve, on l'a retrouvé à ce moment-là. En 2021, vous avez été interrogé sur l'association. Donc si vous avez une collectivité, si vous avez une entité spécifique, ça sera la collectivité territoriale. Oui, effectivement, on le voit, hein, vraiment, c'est vrai que là, c'est quelque chose qui risque de tomber. Ok, voilà un petit peu tout ce qu'on avait à dire. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter, effectivement, Monsieur Clolus, peut-être, je sais pas si Non, vous voulez on rajouter peut quelque chose. répondre aux questions. Sur les seuils de nomination d'un commissaire aux comptes, alors on est on est en transition, hein. Jusqu'au 31/12/2023, hein, des exercices qui clôturent au 31/12/2023, on est sur 4 millions de bilan, 8 millions de chiffre d'affaires et 50 salariés. Et depuis les exercices ouverts au 1er janvier 2024, on passe à 5 5, de 10, total 10. bilan et 10 de total chiffre d'affaires. Donc on est en année de transition. Je pense que vous aurez une clôture au 31/12/2023 dans vos sujets. Donc c'est les seuils 4, 8, 50 qu'il faut connaître. Après, si jamais les seuils sont questionnés, moi, l'année dernière, sur le sujet de DSCG UE4, j'avais envoyé un erratum sur le sujet pour pouvoir accepter d'autres propositions. Si les candidats proposent les seuils, les nouveaux seuils, je proposerai un erratum pour que les réponses soient quand même valorisées, le fait de connaître les derniers seuils. Euh, Hein. Alors, ensuite, les autres questions. Qu'est-ce que c'est que... Tac, tac, tac. J'ai capté, c'est bon alors. La durabilité. La durabilité, qu'est-ce que vous voulez dire par durabilité? Il y a un nouveau chapitre alors, que je n'ai pas vu? non, c'est pas un nouveau chapitre, c'est une nouvelle mission du commissaire aux comptes. Ah oui. Depuis décembre 2023, la directive européenne de reporting durabilité est adoptée en France. Alors, je suis pas sûr qu'on vienne vous embêter là-dessus, mais c'était pour vous dire que ça revêt plus du programme de DSCG, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu de la nouveauté chez le commissaire aux comptes. Donc, on va pas vous questionner sur le reporting durabilité ou l'audit durabilité, on va plutôt vous questionner sur le commissaire aux comptes. Le fait qu'il y ait du mouvement dans les missions du commissaire aux comptes font que c'est un sujet qui est plus d'actualité que l'expert comptable. Pourquoi vous basez-vous pour les chronos? Du coup, je vous ai montré, hein, ça se base sur un peu notre expérience, nos sentiments personnels. Ça s'appelle l'intime conviction. Ça n'engage que nous et ce n'est pas du tout un blanc-seing pour faire des révisions exclusives sur ce qu'on est en train de vous dire. Au contraire, on incite nos étudiants à maîtriser la totalité des éléments. Ensuite, c'est un avis, non pas nanana. En fonction de ce qui tombe et ce qui n'est pas tombé depuis longtemps, ça c'est sûr. C'est quoi ce traitement du coup si on... Alors Mélanie, le traitement du composant non identifié, en fait vous le retrouverez. Alors je sais que vous êtes sur la plateforme, je crois que c'est sur le chapitre cas spécifique et dedans vous avez si je me rappelle bien hein, de mon cours, ça doit être la troisième grande partie ou quatrième grande partie. Mettez-nous un message dans le groupe WhatsApp et je vous enverrai le lien d'accès directement à la partie du cours concernée, puisque vous avez une partie dessus et même une vidéo dessus, d'ailleurs que je peux partager là, que je cherchais mais que je n'arrivais pas à trouver forcément. Peut-être que je la retrouverai. Non, je la trouve pas. Donc, mais mettez-moi un message sur le WhatsApp et dans le groupe WhatsApp et je me chargerai de vous envoyer ça. Ensuite, comment traite-t-on le composant? Donc, bah, du coup, ça, c'est plus du cours, Adrien. Malheureusement, on n'aura vraiment pas le temps de le faire maintenant. Je suis vraiment désolé. Après, je crois qu'il y a des vidéos sur notre chaîne que vous pouvez voir qui expliquent cela. Bilal, en fait, pour la participation des salariés et intéressement.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour la participation et intéressement? Si on regarde un petit peu notre schéma, il est là. C'est tombé ici, hop, en 2000, donc ça c'est 23, 22, 21, 20. C'est tombé en 2020 et quelques années auparavant. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Clolus. Moi, je pense pas forcément. J'ai pas ce sentiment. Maintenant, c'est possible, hein, mais c'est pas un sentiment. Je sais pas. C'est pas quelque chose que je pense. C'est la participation qui est tombée, de souvenir la dernière fois que En c'est tombé. 2020. Hmm. L'intéressement pourrait tomber. Attention, dans vos cours, hein, il y a souvent beaucoup de rappels de règles de droit. On présente un peu sur le programme de droit social. Ce qui est vraiment important, c'est de maîtriser les écritures comptables, de se dire qu'à la clôture, on est sur une charge à payer, et ça pourrait être la question du passif, on est sur de la charge à payer parce que la dette n'est pas encore définitive. Et c'est l'Assemblée générale qui rend la dette définitive, donc qui transforme la charge à payer en dette effective. Donc, c'est intéressement, participation, plan d'épargne, tout ça, ça pourrait tomber, mais en vrai, on mettrait l'accent sur les écritures comptables. Et alors, Parce que le composant a une durée de vie différente de la structure. Les composants non identifiés à l'origine, bah, c'est par exemple, vous avez un camion et au bout de 5 ans, qui s'amortit sur 10 ans normalement, le moteur lâche totalement. Le moteur lâche totalement et donc vous devez le remplacer. Donc vous devez sortir une partie de votre IMO que vous avez déjà comptabilisé et en faire rentrer un nouveau composant qui sera le nouveau moteur. Et en fait, vous verrez que bah, à la base, on n'avait pas identifié de composant moteur. Et on avait juste comptabilisé une voiture ou un camion. Et la question qui se pose, c'est bah, le moteur qu'on va sortir, ça va être de combien? C'est quoi la valeur du moteur qu'on va sortir? Donc là, il y a plusieurs méthodes mais qui sont empiriques et qui sont proposées aussi par l'administration fiscale. Soit vous prenez la valeur à neuf, soit vous prenez le pourcentage de ce que ça vaut aujourd'hui. Voilà, il y a plusieurs solutions. Mais c'est là la problématique que vous avez là-dessus. Et en fait, il y a des nouvelles valeurs à reconstituer, des nouveaux amortissements à calculer. ouais. Et donc, on vous invite à bosser ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être compliqué à faire. Et j'ai une vidéo, mais je le rappelle, dans le groupe WhatsApp, on le partagera si vous nous remettez un message. Donc voilà, je crois qu'on n'a plus vraiment beaucoup de questions. D'accord, merci beaucoup. Je n'ai pas de cours. C'est étrange, même sur le Duno, il n'y a rien. Ah, ça n'engage que le Duno. Malheureusement, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que je peux vous dire là-dessus, malheureusement. Donc voilà. Bon, bah c'est super. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vous remercie de votre présence. C'était vraiment très agréable de vous voir nombreux. On vous souhaite un grand courage pour cette épreuve du 10 qui approche à grands pas. Et, euh, on espère que ça va marcher, que ça va rouler pour vous. Est-ce que je vais faire des questions, est-ce que je vais faire d'autres lives, ça va faire peut-être d'autres lives pour l'UE9 et l'UE4, oui, on va faire, mais ça sera un autre format, parce qu'en fait, ça ne sera pas forcément des pronostics. Pour l'UE9 et l'UE4, c'est toujours un peu la même chose, mais cette fois, on va faire plutôt la méthodologie, on a Simon Lien, donc c'est si on arrive à quelque chose, justement ensemble, pour vous aider à préparer l'examen avant l'épreuve, puisque l'épreuve de comptabilité, si je ne me trompe pas, c'est le vendredi, et fiscalité, c'est la semaine prochaine non plus. Donc voilà. Hop, donc voilà. Ah, Balthazar, vous me dites qu'il n'y a plus de son, on m'entend plus. Est-ce que vous me confirmez? Hop. Vous m'entendez là peut-être? Ah, j'ai dû toucher quelque chose. Bon, bah c'est dommage. Oui, à mon C'est avis, bon. on en. Ah mince. Alors je répète, pour lieu 9, du coup on fera quelque chose. Pour lieu 9, on fera un live de préparation avec Monsieur Mallet, où on essaiera plutôt de faire de la méthodo plutôt que des pronostics parce que tout tombe en général, donc ce sera plutôt comme ça. Super, désolé, pardon pour ces problèmes techniques. Donc voilà. Ensuite, j'en profite pour vous présenter, donc, enfin, vous connaissez déjà Monsieur Clolus, donc on est collègues à l'INES où on enseigne
ensemble le DCG et pour Monsieur Clolus aussi le DSCG. Et donc Monsieur Clolus intègre un petit peu la petite team qu'on essaie de construire, puisqu'on fait ça avec nos petits bras, nos petites mains, dans l'espoir d'avoir des étudiants satisfaits et contents du contenu. Et donc on va lancer notamment une formation en DSCG, enfin qui est déjà lancée, mais on va lancer un certain nombre de lives en DSCG, en UE4 comptabilité et audit, où on animera justement avec Monsieur Clolus, Monsieur Mallet et moi-même la formation de DSCG. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à visiter le site et on vous attendra. Donc voilà un petit peu. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, Monsieur Clolus, pour cette séance, mais pour moi j'ai tout dit. Et les questions, bon bah, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Là, on est tout bon. Voilà, je suis d'accord avec vous. C'était un super moment passé avec vous et Monsieur Madib et vous autres les internautes. J'ai reconnu un de mes élèves dans l'audience. Supporter. Merci. je- Moi, j'en reconnais aussi. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'ailleurs. Je vous souhaite bon courage pour cette épreuve qui allait dans 9 jours. Prenez soin de vous, reposez-vous, révisez bien, faites-vous confiance, rassurez-vous. Il y a toujours des épreuves, des questions qui tombent, donc soyez prêts pour ce qui tombe et ça devrait bien se passer. Démarrez parce que ce qui est le plus simple pour vous, baquez-vous sur un certain nombre de dossiers et gagnez des points. Et puis voilà, vous allez y arriver. Eh ben c'est parfait. Ben, sur ce, on va pouvoir se laisser. Je vous mets en pièce jointe là à l'instant. Je vous mets le lien pour accéder aux fiches. Pour ceux qui n'ont toujours pas de fiches pour bosser, bah, c'est le moment de le bosser. Donc on perd pas le nord. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ces fiches si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage et merci de votre présence. Au revoir. Au revoir à tous! Au revoir. Et c'est coupé.